Hello à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir. Merci d'être là. Évidemment, on va parler des tests d'intégration et des tests containers, mais tout d'abord, j'aimerais savoir qui vous êtes. Donc, rien de mieux pour vous connaître que vous poser quelques questions. S'il vous plaît, levez la main s'il y a des développeurs dans la salle. Oui, on est entre nous. OK, pardon. Est-ce qu'il y a des testeurs de QA? Excellent, merci beaucoup. Votre avis m'intéresse beaucoup sur le sujet. Est-ce qu'il y a des SOPs? Pas d'ops. OK, c'est pas grave. Si, génial. Pareil, on discutera dans l'apéro. Est-ce qu'il y a des étudiants, des personnes en reconversion? Oh, félicitations, c'est trop bien que vous soyez là. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup de vous avoir prêté au jeu. Je vais faire de même. Je m'appelle Adriana, je suis développeuse, je suis consultant à Neosoft. Pas Neosoft Rennes, mais Neosoft Paris. Et actuellement, j'ai un rôle de développeuse full stack avec un back en .NET et un front en Angular. De quoi on va parler aujourd'hui? Évidemment, on va parler tests d'intégration. On va parler de la technologie test containers. Ensuite, on fera un peu de code et on verra les conclusions ensemble. Vous avez un QR code. Dans ce QR code, vous pouvez trouver les références que j'ai utilisées pour les talks et les talks lui-même. Et je pense qu'il y a aussi une partie pour me donner votre feedback. Merci. Êtes-vous prêts? Vous avez intérêt à participer. Rappelez-vous que je suis entre les repas et vous. Donc, non, je rigole. Tests d'intégration. Bon, on parle de tests d'intégration une fois qu'on a fini de nos tests unitaires. Nos tests unitaires se sont bien passés. J'ai testé mon code de façon isolée. Et maintenant, je m'intéresse à savoir si mon code fonctionne correctement avec des dépendances externes. Dépendance externe, c'est deux mots assez abstraits. Donc, vous pouvez penser concrètement des systèmes de fichiers, des systèmes de logs, des bases de données, des brokers, des API. Et pourquoi ça m'intéresse de les tester en vrai? Parce qu'en réalité, en production, je vais avoir du vrai. Donc, ça m'intéresse que mon code soit bien testé. Donc, on arrête les doublures, on arrête les mocks, on arrête tout type de doublures que vous allez retrouver et on essaye de se rapprocher au maximum de la production. Tout ça, c'est très beau. Donc, si vous imaginez un diagramme vraiment de haut niveau, vous allez retrouver quelque chose comme ceci. Imaginez que le code que vous êtes en train de développer se retrouve dans My Service, dans les petits carrés qu'on voit au milieu. On se rend compte que c'est assez facilement de se retrouver avec plein de dépendances. Par exemple, ici, dans un diagramme assez simple, on a déjà des dépendances au service A et B, un message broker, évidemment une base de données, un service cloud, et encore, on parle d'une architecture assez simple. Dans mon expérience, lorsqu'on a ce genre d'architecture, on est obligé, comme je vous ai dit, de tester et de tester. On peut faire de plusieurs façons. Supposons qu'on a cette même base de données qu'on vient de voir. On peut faire des tests soit de façon manuelle, soit de façon automatisée. Et dans les deux cas, on peut tester soit de façon locale, soit de façon persistée, soit de façon éphémère. Qu'est-ce que j'entends par façon persistée? Imaginons que vous en avez une base de données de développement, et ces bases de données de développement, elle est partagée parmi toute votre équipe de développement, et toutes vos tests vont être exécutés contre ces bases de données. Et sera mise à jour occasionnellement ou avec une mise à jour stratégique. Sinon, je peux aussi avoir une base de données par développeur. Et donc, chaque développeur aura son propre base de données, ce qui pose un problème pour la synchronisation, vous imaginez bien. Finalement, ce que je peux faire, c'est que je peux avoir des bases de données éphémères. Et donc, ce que j'entends par ça, c'est que ma base de données va avoir un cycle de vie qui va dépendre de mon test. Ça a l'air très beau dit comme ça, mais en réalité, je constate qu'on ne fait pas assez de tests d'intégration. Ou on les fait un peu tard. Donc, je posais la question, je me suis aussi posé la question de pourquoi ce phénomène arrive. Et bon, la vérité, c'est que vous vous souvenez du diagramme qu'on a vu, c'est compliqué de se sentir propriétaire de quelque chose qui est à l'extérieur de notre code. Donc, parfois, on a l'impression que c'est hors de notre scope. Et une deuxième raison, c'est que souvent, on a l'impression qu'on n'a pas le temps. Et sortir déjà de notre scope va nous prendre plus de temps. Appréhender et s'imprégner de toute l'architecture, ça prend du temps. Et on a l'impression de ne pas l'avoir. Et on ne peut pas se mentir. Instancier ou mettre une instance de n'importe quelle infra qu'on ne connaît pas, d'une base de données qu'on ne connaît pas, d'un broker qu'on ne connaît pas, c'est dur. Donc, de les répliquer, rien que ça, de l'installer et puis de les mettre dans un état adéquat pour que nos tests soient exécutés, c'est dur.
Et ce qui nous amène au douloureux constat de on teste pour et on teste assez tard. Et on teste des fois en staging, des fois en pré-prod. On va faire les jeux. Qui ici teste depuis le développement? Ah oui, il y a quand même beaucoup de bons élèves, excellent. Qui commence les tests en staging? Oui, ça arrive. Et en pré-prod? Et ça arrive. Parfois, il y a des infrastructures qui sont même trop chères et même on a beau dire à nos clients j'en ai besoin et c'est pas possible. Qu'est-ce que je vous propose comme solution? Bon, je vous propose test containers, vous l'avez compris. Et donc l'idée, c'est que si on reprend le diagramme de tout à l'heure, à la place d'en avoir notre code qui va devoir appeler directement une instance réelle, je vais en avoir une instance réelle, oui, mais containerisée avec test containers. Et c'est test containers qui va porter toute la complexité de l'initialisation et la configuration de notre instance. Et nous allons nous occuper de notre test. Test containers, c'est quoi? Est-ce que déjà il y a dans la salle des personnes qui les connaissent un peu? Oui, trop bien. Vous allez peut-être m'apprendre des choses. Excellent. Test containers, c'est quoi en fait? En fait, c'est une technologie. Il est disponible, en vrai, c'est un ensemble de librairies open source. Il est disponible dans plus de 10 langages de programmation. À la base, il est né à Java, mais maintenant, je pense que vous pouvez le trouver dans votre langage de prédilection. Et ce qu'il nous propose, c'est de faire des tests d'intégration directement dans notre code, comme on le ferait avec nos tests unitaires, évidemment. Il s'intègre très bien avec les frameworks de tests. Et il fait ça comment? En fait, il nous propose une couche des API qui se repose sur Docker. C'est-à-dire que c'est vraiment une abstraction de Docker. Et en ce moment, il est disponible en format desktop et cloud. Vous me direz pourquoi, si tu me parles de Docker, je ne ferai pas de test plutôt directement. Et bon, l'idée, c'est que je vous dis, c'est quand même un peu complexe. On n'a pas tous et toutes les connaissances de Docker tout de suite. Et l'idée, c'est de simplifier au maximum. Et cet ensemble des API nous permet de gérer, par exemple, le cycle de vie de notre container, de gérer les configurations, de réaliser toute la libération des ressources que nous ferons, qui sont peut-être moins évidents quand on débute nécessaire de test. On peut faire la configuration, ça s'intègre très très bien avec toutes les idées des tests, et c'est un outil assez mûr, c'est-à-dire que Docker il suit de très proche à Docker. Docker a plus d'une dizaine d'années, et Test Container le suit de très proche avec une huitaine d'années. Finalement, si vous ne me croyez pas, vous avez tout à fait raison, et vous pouvez aller voir Radar technologique de Touchworks qui l'identifie comme une technologie sécure à utiliser. Peut-être une des raisons les plus irréfutables de savoir si une technologie est adoptée ou pas, c'est l'adoption de la communauté. Et on peut constater cette adoption et cet amour de la communauté parce qu'il existe plus de 50 modules qui sont présents. Et un module, c'est rien d'autre qu'un test containers avec une image optimisée par les équipes même qui ont créé la techno. Donc vous en avez les équipes de Postgres, de Neo4j, de plein de systèmes qui ont optimisé, qui ont créé une image, qui l'ont optimisée et donc qui ont appliqué les best practices de la technologie à notre disposition. C'est chouette, non? Bon, depuis tout à l'heure, je vous dis que les tests d'intégration, peut-être que c'est douloureux, peut-être qu'on peut les rendre moins douloureux, alors c'est bien de le dire, mais c'est mieux de le montrer. Donc, on va faire des tests ensemble. Les toutes premières, ça va être, on va lancer un test container tout simple, et on va vérifier qu'il nous répond dans quelques minutes, dans moins de quelques minutes, si tout se passe bien. Et dans un deuxième temps, on va lancer un nouveau test container. Cette fois-ci, on va faire un peu plus réel. On a parlé des bases de données tout au long. Donc, on va lancer une base de données Postgres, containerisée, évidemment, dans test containers, et on fera un test d'intégration là-dessus. Êtes-vous prêts? Super. Bon, je suis désolée pour celles qui ne font pas de .NET. Je vais vous l'imposer un peu aujourd'hui, mais je vous assure, c'est très simple. Ici, tout d'abord, j'ai un test. Je sais que c'est un test parce que dans la ligne 10, j'ai défini que c'est un fact, c'est un fait, qu'on souhaite lancer un test containers. Donc, j'ai une première ligne qui fait rien d'autre que définir un port. On verra plus tard pourquoi. Dans la ligne 16, je vais instancier un client HTTP. Avec ce client HTTP, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une requête
HTTP, bien évidemment, sur mon container. Et je vais lui demander d'avoir une réponse. Je vais avoir une réponse. Et finalement, dans la ligne 22, je vais vérifier que la réponse que j'en ai, elle est correcte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Rien d'autre qu'ajouter mon container, on est d'accord? Donc, je vais ajouter mon container avec la classe container builder. Je n'ai rien d'autre à faire à lui demander de les builder, mais je vous ai dit que je peux les configurer. Donc, en amont, je vais les configurer. Par exemple, je vais configurer avec quelle image je souhaite démarrer cette test container. Et il y en a quelque chose de très bien qui s'appelle test container Hello World, parce que c'est un classique dans sa version 1.1.0. Et je peux aussi configurer, par exemple, les ports avec lesquels je les bindé. Et je peux le dire dans quelle stratégie d'attente je souhaite, c'est-à-dire qu'elle va me répondre, qu'elle sera prête à m'écouter quand le port est disponible à l'écoute. Voilà. Et rien qu'avec ça, j'ai déjà une définition des containers. C'est mieux si j'ai orthographe bien. Parfait. Donc ici, j'ai une définition de mon container, et la seule chose qui me reste à faire, c'est à le lancer. Et pour le lancer, une seule instruction me suffit, start async. Oui, pardon, petite erreur indésirée. On recompile. On est bon. Et normalement, là, on peut lancer notre test. Parfait. Là, a duré 2 secondes. Et dans rien que 2 secondes, on a un test container, on l'a appelé à port HTTP, on a géré la configuration et on n'a pas à se soucier ni de Docker, ni de répéter, ni de libérer des choses. Je peux relancer mon test. Vous voyez, c'est la partie où je vous dis c'est répétable, c'est transparent. J'ai aussi la facilité de l'avoir dans mon IDE, donc ça ne change rien dans mes pratiques habituelles de test. Deuxième test. On va avoir un objet de type client, customer. Et cette fois-ci, on passe dans la partie un peu plus rude. C'est dit qu'on a un service de persistance, c'est-à-dire que je vais aller enregistrer dans ma base de données. Je me rends compte que dans mon customer service, je vais faire appel à une base de données avec mon objet Java Connection Provider. Je me rends compte que j'ai une dépendance à cette classe, puisque dans le constructeur de ma classe, j'ai une injection à cette dépendance. Notre DB Connection Provider est nécessaire à l'instanciation de cet objet. Donc oui, je suis dépendant. Je me rends compte qu'une fois que je récupère ma base de données, je serai en mesure de créer mes tables. On va explorer rapidement, même si c'est assez simple. Je vais créer une table qui s'appelle aussi Customer, et j'ai un objet très simple. J'ai un ID et un nom, avec une clé primaire. Voilà, dans un deuxième temps, je peux aussi créer des customers en utilisant mon main dépendance, ma base de données. Ça, c'est pas sorcier. Et le dernier, en utilisant ma base de données, je vais aller sélectionner tout l'ensemble des clients qui ont été générés et les renvoyer. Parfait. Maintenant, vous pensez qu'on aurait suffisamment de temps pour faire un test là-dessus? À nouveau, on se positionne dans le fait où je souhaite insérer des clients. Première chose qu'il me faut, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une base de données, on est d'accord? Donc, on a vu tout à l'heure, que tout en haut, on a notre objet private only, notre base de données, donc on va faire tout pareil pour notre test. Je vais déclarer cette fois-ci, pas en base de données, mais un Postgres container. La complétion, elle est bien quand ça marche bien. SQL container, parfait.
que je vais appeler base de données et je vais créer un nouveau SQL que je vais créer avec l'objet SQL Progress Builder. Cette fois-ci, je vais simplement le builder. Je vais le spécifier une image. Et je vais copier-coller parce que je me trompe souvent dans les copier-coller. Parfait. Et maintenant, on est prêt. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut gérer très facilement et que c'est répétable la vie de notre container. Donc, il y a mieux à faire que démarrer et arrêter simplement. Et j'ai fait ça en faisant hériter ma classe de test de l'interface et async lifetime. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va m'obliger à déclarer ces deux classes, disposeAsync et initialAsync, que je vais rendre évidemment asynchrone. Et j'ai simplement à ajouter le petit bout de code qui nous manque, qui est await, on l'a fait tout à l'heure, database, bon, celui-là, on ne l'a pas fait, c'est vrai, mais on a bien fait les await database async. Donc, on a bien démarré tout à l'heure notre container. Parfait, là, on est prêt et on est prêt à démarrer notre service. Pardon. On est prêt à tester notre service. Notre service, on l'a vu tout à l'heure, Customer Service. Et maintenant, je suis prêt à aller passer notre dépendance. On a notre base de données, et la base de données, notre test container, et elle est très intelligent, elle connaît son connection string. Là, j'ai ma base de données et j'ai simplement à appeler à mes insertions. J'ai un premier ID que je vais appeler Room Attack, parce que c'est cool. Et on va copier-coller car on adore ça. Et on va simplement changer ça à Rennes. D'accord, j'ai mes insertions. Maintenant, je suis prête à aller vérifier mes résultats. Qu'est-ce que j'ai lu peu? Ah oui, merci beaucoup, c'est gentil. J'ai un premier ID, j'ai... Je vais corriger un peu mes typos. OK, parfait. Et maintenant, on est prêt à récupérer mes customers. Et last but not the least, puisqu'on a inséré deux clients, bon, ça serait bien si je retrouve mes deux clients. Parfait. Est-ce que tu compiles? Oui, tu compiles. Et maintenant, on est prêt à lancer notre test. Parfait, on a deux clients. Donc, on a réussi d'un... oui, je sais, ça a l'air de rien, mais vous vous imaginez que là, on vient d'installer une base de données, on l'a démarrée, on a créé une table, on a inséré des clients et on a vérifié que ces clients sont bien insérés. Bon, évidemment, ces tests n'est pas exhaustif. Ça vous manque de vérifier, par exemple, qu'on a fait des typos dans vos données. Il y a plein de choses qui peuvent s'ajouter, mais c'est très intéressant. Et dans les dernières minutes qui nous restent, on va faire le récap de ce qu'on vient de faire. Donc, on se rappelle, les désintégrations sont assez importantes. C'est important de les retarder un peu moins dans notre cycle de développement. Vous êtes des pros, vous commencez les développements, c'est trop bien comme ça. Il y a des façons de nous simplifier les tâches, et ça, on y prend toujours. Une de ces façons, c'est celle-ci que je vous présente, Test Containers. C'est une librairie assez sympa. J'adore aussi le fait que ce soit open source et l'adoption de la communauté qui me semble incroyable. Et ce qu'il propose aussi, c'est que tout ce qui est dockerisable peut être testable. Ça, je ne l'ai pas encore testé, mais ça a l'air assez intéressant comme proposition. Je vous remercie et merci infiniment. Je vous laisse la première slide avec les ressources. Et merci beaucoup.
Merci pour cet exercice périlleux de faire du code en direct. Y a-t-il des questions? Merci Adriana pour ta présentation très intéressante. J'ai une question. Est-ce qu'en lançant les tests d'intégration, tu dois avoir toujours Docker allumé? Oui, tu dois toujours. Il est en version cloud. Dans ces cas-là, je ne sais pas si tu dois l'avoir en local, mais je suis certaine que, ça doit être, que tu dois l'avoir au moins dans ton service cloud. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup pour cette présentation. En plus, avec live coding, c'était incroyable. Merci beaucoup. Merci. J'ai juste une question. Donc, on a parlé de base de données. Est-ce que tu peux nous donner quelques bonnes pratiques pour alimenter donc, la base de données? On peut avoir des cas d'usage assez complexes avec les données, beaucoup de données peut-être à initialiser. Est-ce qu'il y a de bonnes pratiques à suivre pour initialiser les instances? Si on parle de tests, dans les tests, il y en a un principe qui est le principe de proximité, c'est-à-dire que tu insères les données qui sont nécessaires à ton test. Donc vraiment, il faut se limiter vraiment au cas le plus proche. Si tu n'as pas besoin des 50 tables qui existent dans ton test, peut-être pas les utiliser. Dans notre cas, on a des tests qui sont, non, des parties qui sont des scripts de référentiel, dont on a certains scripts qui sont automatisés et qui sont statiques, qui ne changent jamais. Et une bonne pratique aussi, ce serait par exemple de récupérer des données qui sont des productions, mais qui ont été évidemment anonymisées, parce que c'est là où on trouve la plupart du temps les cas, les edge cases pour gérer les erreurs un peu plus. C'est ce que je vois comme ça en première. Ah oui, il y a un rafraîchissement de tes cases, peut-être. Lorsque tu retrouves un edge case en production, ça serait bien de l'ajouter à tes bases de données, à ton test d'intégration en développement. C'est ce que je vois par l'instant. Je sais pas. N'hésitez pas à collaborer si vous voyez d'autres. Hein. Oui. Une dernière question avant le repas. Merci pour la présentation. J'ai une question concernant les infrastructures cloud. Comment on peut pas trop les containeriser Oui, je t'avoue que je n'ai pas exploré cette option. Effectivement, je sais qu'ils proposent des containers, mais je ne l'ai pas exploré. C'est une excellente remarque. Après, je peux te répondre par rapport à ce que nous on fait. Nous, on fait plutôt une ping. Et donc, c'est un health. On fait des pings pour vérifier que le service qui nous intéresse, il est en vie. Mais, excellente question, je mets la note, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Poser plus de questions à Adriana autour d'un café.